Bonjour à tous, entendons-nous bien, sinon très bien. À quoi sert le député de l'opposition? Souvent ou toujours mis en minorité dans les débats et vote à l'Assemblée nationale, le député de l'opposition a-t-il d'autres moyens pour peser dans les débats ou est-il tout simplement contraint à la résignation permanente? Nous allons creuser la question cette semaine dans le forum du jour avec des cas concrets liés au Togo, les dernières modifications du code électoral par exemple et la loi sur l'assurance maladie universelle. Pour cela, nous avons invité Jerry Komandega Tama. Il nous fait l'honneur d'être au plateau. Monsieur Tama, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Nouvel Engagement Togolais, NET, un parti politique, parti d'opposition, député à l'Assemblée nationale, président de groupe parlementaire, membre de la commission des lois. Ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. On peut rallonger encore la liste. Non, c'est bon. Entrepreneur. Je pense qu'on va s'arrêter là. Chef de plusieurs entreprises parfois infructueuses et vous lancez... Qui tire le diable par la queue depuis... Vous préparez d'ailleurs à vous lancer dans une nouvelle aventure, ligne de vêtements. Là, par exemple, je suis habillé par Haga, qui est une ligne de vêtements qui va se lancer bientôt, qui fait la promotion du pain tissé traditionnel. Parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement, en Afrique, on a mis en avant le pagne wax. J'ai rien contre le pagne wax, il y a des motifs qui sont très jolis, mais nous avons, ce faisant, oublié d'où nous venons, à savoir qu'avant l'arrivée des Hollandais, avant l'arrivée du pagne wax qui est d'origine indonésienne, il y avait des pagnes tissés en Afrique et qui habillaient les gens, et aujourd'hui nous pensons qu'il faut revaloriser ce pagne-là, lui donner cette lettre de noblesse, en ne le cantonnant pas, en ce qui concerne par exemple le Togolais que je suis, en ne le cantonnant pas dans le Batakali. Vous savez, les gens, parfois quand on te dit je suis habillé traditionnellement, c'est que je porte un boubou Batakali, mais en utilisant des stylistes qui vont revisiter ce pagne, qui vont le moderniser, qui vont moderniser la façon de l'utiliser, le rendre élégant. Et à peu près, voilà une autre aventure qui commence. Mais Jerry Tama, de nouveau dans les lignes de vêtements, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop sur tous les fronts? Jerry Tama non, dans la confection des masques, Jerry Tama dans les lampadaires, Jerry Tama dans les vêtements, finalement. Non, vous n'urinez pas partout, finalement. Il faut distinguer les actions sociales que j'ai pu faire, surtout depuis le début de la Covid, que ce soit dans la confection des masques, comme vous l'avez dit, que ce soit dans la communication, la sensibilisation, que ce soit dans les dons multiples que nous avons fait, les gels, ainsi de suite. Dans des 100 lampadaires qui ne font pas le développement. Maintenant, il y a les actions qui sont des actions permanentes, qui sont donc les lampadaires. Je considère qu'aujourd'hui, pour le garçon de Sioux, que j'ai été, qui a vécu dans un site où il n'y a pas d'électricité et qui étudiait à la lumière de la lampe tempête, je considère aujourd'hui qu'un lampadaire est un plus. Est un plus pour tous les habitants d'un village, qu'ils soient de UNIR, NET, ANC, PDP, CDP, ainsi de suite. Et je considère que si Dieu nous a donné un peu de moyens, on doit pouvoir, par la générosité et par peut-être même l'empathie, accompagner dans la mesure du possible. Ça reste quand même très peu par rapport aux besoins des populations, et sur le fond, le député n'a pas vocation à faire des actions de cette nature-là. Je rappelle... Mais ce qui peut peut-être dégoûter les autres, ce sont les communications qui sont organisées autour de ces événements, qui sont, il faut le dire, quelquefois comme des gouttes d'eau dans une mer, tant l'immensité des besoins. Non, mais maintenant, après, que ça gêne des gens que je communique autour de mes actions, honnêtement, ça me fait énormément plaisir. Des actions qui peuvent être considérées comme des gouttes d'eau dans la mer. Non, écoutez, tout dépend de la perspective avec laquelle vous voulez voir la chose. Si vous considérez que nous avons 9000 villages au Togo et que offrir 5 lampadaires ou 10 lampadaires dans un village, ça reste quand même très insignifiant, je suis d'accord. Mais quand vous prenez la chose à l'angle de celui qui profite du lampadaire, qui souvent à 18h du 9 a été obligé soit de se coucher ou bien de cesser toute activité, qu'elle soit didactique ou même de loisir, mais vous vous rendez compte que pour cette personne-là, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'à la nuit, c'est le jour qui s'invite à la nuit. Donc c'est vrai qu'à l'échelle de peut-être nationale, ça reste insignifiant, mais j'aimerais aussi rappeler que si tout le monde essayait dans la mesure du possible, avec les ressources et les revenus qu'il a, de faire des actions aussi concrètes, même si elles sont localisées, je pense que oui. Même si je reconnais que ce type d'action n'est pas forcément de ressort
des députés ou bien des Justement, individus. je reviendrai sur la question, parce que le député, est-ce que c'est fait pour faire des dons? Je reviendrai Maintenant, sur la question. On va pas... on en parlera cette fois plus tard. Maintenant, Oui. Mais un dernier élément sur la question. Ces genres de dons, est-ce que c'est pas contre-productif pour vous, dans la mesure où vous donnez à un village, mais il reste 8999 autres villages Non, c'est pas contre-productif. N'ont pas reçu de lampadaire. C'est pas contre-productif en fonction de l'effet recherché. Moi, je ne fais pas de l'action politique quand je fais des actions sociales. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous installez un lampadaire, il ne profite pas qu'aux militants du net du quartier. J'aurais pu, bien entendu, aller regarder quelques cadres du net dans le village et leur installer des kits solaires, 4 lampes, ainsi de suite. Ça ne profiterait qu'à eux et à leurs enfants. Mais quand vous installez un lampadaire, vous l'installez pour tout le monde. Et je peux vous dire que la vraie satisfaction, c'est quand vous allez retourner dans ces villages, souvent pour faire la réception du travail, et que le chef canton, ses suiveurs, et même les gens du quartier vous disent, mais honnêtement, merci à vous. Maintenant, après, est-ce que vous allez considérer que du moment où vous n'avez pas la capacité d'installer dans tous les villages, vous n'allez pas commencer quelque part? Justement, les villages qui n'en ont pas reçu, est-ce qu'ils ne vont pas développer des griefs? Non, ça suscite plutôt l'espoir. Les gens vous disent, bon, ben, on prie quand même que là où Dieu vous a donné, qu'il vous donne encore pour que vous pensiez à nous. Aujourd'hui, moi, j'ai annoncé, il y a peut-être une liste d'attente de 7 villages dans la circonscription électorale où je suis élu dans l'Est Mono, et régulièrement on m'appelle pour dire, ah, honorable, on attend toujours nos lampadaires. Donc du coup, ça suscite beaucoup plus une attente, un espoir, d'autant plus que d'autres personnes qui ont parfois plus de moyens que vous, qui sont peut-être dans la politique plus longtemps que vous, ou bien même vos collègues députés ne le font pas. Donc, du coup, ce n'est pas de la rancœur que ça crée, mais ça crée une espérance même. C'est même pas au-delà de l'espérance, c'est plutôt une espérance. Et puis, honnêtement, je ne m'attends pas forcément à ce que les villages dans lesquels les lampadaires ont été installés, que mon parti ait 100% aux prochaines élections dans ces localités-là. Ce n'est pas l'objet. J'attends dans mon village vos lampadaires, donc. Non, mais toi, tu as la capacité d'installer les lampadaires, il va venir les installer chez toi. Cela dit, à quoi sert un député de l'opposition, Djeritama? La question paraît banale, mais dans le contexte africain de votre pays, le Togo, où la minorité a du mal à peser sur les débats, vous êtes souvent quelque peu relégué, en apparence, à un rôle de figuration, de figurant. Non, du tout. Moi, j'aurais préféré que vous posiez votre question autrement. À quoi servent les assemblées nationales? Parce qu'à la limite, au-delà de tout, si vous partez du principe qu'une bonne partie des projets de loi, alors que l'initiative de la loi appartient concurremment au gouvernement et à l'Assemblée nationale, si vous considérez que dans beaucoup de pays africains, y compris le nôtre, la plupart des lois sont d'émanation gouvernementale, vous pouvez, à partir de là, vous poser la question à quoi servent les assemblées nationales. Parce que je rappelle, en ce qui nous concerne le Togo, mais c'est la même chose pour beaucoup de pays africains francophones, que le rôle de l'Assemblée nationale, c'est de voter les lois et contrôler l'action gouvernementale. Donc, si au niveau de voter les lois, qui est donc l'un des piliers du rôle de l'Assemblée nationale, les textes qui arrivent viennent de l'exécutif et sont votés, je ne vais pas dire en l'État, je suis à l'Assemblée nationale, je suis à la commission de loi. Non. On rentrera dans les détails tout à l'heure. Mais si on considère que l'initiative des lois, finalement, n'appartient qu'en exclusivité qu'au gouvernement, on peut se poser une question, mais à quoi servent les assemblées nationales? Parce que notre système démocratique repose sur un principe qui est un principe sacro-saint, c'est la séparation du pouvoir. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais bon, et ces pouvoirs-là sont supposés... Ce principe de séparation du pouvoir, ce n'est pas étanche. Hein. Bah oui, mais quand vous lisez bien Montesquieu, au moins on parle... donc à la suite, on ne parle pas de séparation de pouvoir comme des murs. Oui, non, je ne refuse pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas avec forcément... une prééminence du pouvoir exécutif. Non, au fait, on parle d'équilibre. L'équilibre est trouvé quand le pouvoir législatif fait ces deux travaux, c'est-à-dire à savoir voter des lois et contrôler l'action gouvernementale. Quand l'exécutif exécute bien entendu son programme, mais bien entendu dans le cadre des lois, et quand le judiciaire s'assure que les lois sont respectées. Et donc c'est quand ces trois éléments-là, sans tenir compte de savoir si l'Assemblée nationale est dominée par X ou Y parti, c'est quand l'Assemblée nationale joue réellement son rôle d'équilibre, du troisième pouvoir d'équilibre, qu'on peut en ce moment-là se dire, est-ce que l'Assemblée nationale joue son rôle de vote des lois? Est-ce que l'Assemblée nationale joue son rôle de contrôle de l'action gouvernementale? Maintenant, quand on va arriver
en ce moment, au niveau de l'Assemblée nationale, on peut se dire, bon, quelles sont les autres composantes? Dans une Assemblée nationale, vous avez le parti majoritaire, donc le groupe parlementaire majoritaire, et vous avez l'opposition. Maintenant, on peut rentrer dans votre la question que vous avez posée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est intéressant, mais on peut poser la question aussi à l'inverse. On ne peut pas répondre à la question de savoir à quoi sert l'opposition sans déblayer en amont le rôle de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que si l'Assemblée nationale, quelle que soit sa majorité, ne joue pas pleinement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale et de producteur de loi, à partir de là, le rôle même éventuel d'une opposition minoritaire est remis en cause automatiquement du moment où le grand ne joue pas son rôle. Le petit ne peut pas jouer son rôle. La plupart des lois à l'Assemblée nationale, mais comme dans toutes les institutions, sont prises à la majorité. Oui, mais si vous prenez les choses de cette façon, vous pouvez attendre parce que l'initiative des lois peut venir aussi des députés minoritaires. Bon, maintenant, je ne dis pas que je ne veux pas. Non, attention, je ne dis pas que je ne veux pas. La majorité n'initie pas. Je ne dis pas que je ne veux pas. Je ne dis pas que je ne veux pas répondre à la question. Vous savez que je réponds toujours à mes questions. Donc voilà, premier élément. Maintenant, on peut en débattre, les téléspectateurs peuvent envoyer des questions, il n'y a pas de souci. Deuxième élément, que fait c'était quoi la question même d'ailleurs? Oui, mais à quoi sert? À quoi sert l'opposition à l'Assemblée nationale? Le député de l'opposition, à mon sens, et là je réponds en tant que député de l'opposition que je suis, président d'un groupe parlementaire, il y a deux choses essentielles, on va dire trois choses essentielles qu'on peut faire. La première, c'est être à l'initiative de loi. Aujourd'hui, mon groupe parlementaire a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale 3 propositions de loi. Et nous espérons qu'elles vont pouvoir passer. On a une proposition de loi sur le bail à usage domestique, parce qu'aujourd'hui, vous imaginez, à Lomé, et comme dans beaucoup de pays de la sous-région, les propriétaires, on n'a rien contre eux, mais aujourd'hui, mettre en place une sorte de dictature. C'est-à-dire qu'un matin, on te double le loyer sans aucune explication. Pour les cautions et avances, on vous dit tantôt 6 mois, tantôt 10 mois, tantôt 12 mois. Il y en a même qui vont jusqu'à 24 mois. Et donc, c'est un secteur qu'il faut réglementer. D'autant plus que, malheureusement, dans notre pays, nous n'avons pas encore, mais ça fait des effets d'annonce qu'on a mis le point, les habitations sociaux n'existent pas encore. Okay? Donc, on n'a pas encore mis des habitations à vocation sociale. Et ce qui fait que les immeubles sociaux qu'on voit dans d'autres pays, à Abidjan par exemple, ça n'existe pas. Donc, aujourd'hui... Même si ça ne commence pas à s'implanter ici, on en il y a parle. quelques logements ici et là. On en parle, mais ce n'est pas encore effectif. On a des cités qui sont mises dont on dit qu'on va mettre en place à vocation sociale, mais parfois, quand vous regardez les coûts, vous vous rendez compte que... des logements pour riches. Que c'est beaucoup plus de logements pour riches. Donc, du coup, aujourd'hui, à Lomé, comme dans beaucoup de villes de l'intérieur, je suppose même que dans beaucoup de pays, c'est que c'est le propriétaire qui décide de ce qu'il y a. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, qu'on doit mettre en place une loi qui dit, par exemple, ça fait partie de notre proposition, la caution ne peut pas dépasser 3 mois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de mettre une caution qui dépasse 3 mois. La caution, sachant que la caution, c'est une garantie qui permet au propriétaire, en cas de problème, difficulté de paiement, ainsi de suite, d'aller prendre ça et en attendant que le propriétaire se mette en règle. Mais là, en la matière, vous recopiez le Bénin. Non, il n'y a pas que le Bénin. Et maintenant, le Bénin n'a pas découvert la roue. Donc, du coup, sans compter que nous avons des réalités qui sont sociopolitiques et qui sont assez proches. Mais nous pensons que 3 mois, c'est une bonne chose. Nous pensons qu'aujourd'hui, on doit pouvoir déterminer le loyer sur la base de la valeur vénale de la maison et, bien entendu, de son terrain. C'est-à-dire que si vous avez une maison qui a une valeur établie par les experts de 10 millions, que son loyer annuel ne dépasse pas 15% de sa valeur. Parce qu'au moins, ça permet... Loyer annuel, je ne parle pas de mensuel. Donc maintenant, à partir du loyer annuel, on peut diviser par 12. Ça permet comme ça d'avoir des loyers qui soient acceptables. Parce que parfois, honnêtement, vous allez payer très cher dans des bouges, dans des trucs qui ne valent rien, mais parce que vous en avez besoin, ainsi de suite. Et nous pensons que si on met une obligation à ce que tout contrat, tout bail, passe par un service de la commune,
En ce moment-là, les gens ne vont plus faire leur contrat de façon déterminée sous le boiseau, ainsi de suite. Et quand les services de la commune feront l'inventaire et feront le tour des maisons, toute maison qui n'a pas de bail, de contrat qui a été visé par les services de la commune, bien entendu, il y aura une sanction, ainsi de suite. Mais est-ce que ce n'est pas irréaliste ce que vous dites là? Non, pourquoi? Ce n'est pas en contradiction avec le choix économique du Togo, non, qui, visiblement, le libéralisme, vous, par exemple, pour votre ligne de vêtements, vous accepteriez que le gouvernement vienne vous dire, votre Batakali, vous allez le vendre quoi qu'il arrive, moins de 10 000 francs CFA. C'est un exemple que je donne. Si demain, mon Batakali s'impose comme un vêtement que tous les Togolais portent, donc ça devient donc une question sociale, le gouvernement a en droit de me dire, monsieur, c'est la loi sur la concurrence et le commerce, monsieur, votre Batakali, vous ne pouvez pas continuer à le vendre à, je donne un truc à la con, 10 000 francs la tenue, parce qu'aujourd'hui, par rapport au coût des Batakali sur le terrain, par rapport aux besoins, si ça devient un besoin social. Et aujourd'hui, la question du loyer est une question sociale. Et dans tous les pays du monde, on a toujours un plafonnement du coût du loyer, parce qu'on ne peut pas permettre. Bien entendu, la personne qui construit met son argent. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qui a construit, qui a mis son argent, ben, écoutez, monsieur, vous ne mettez pas le loyer que vous voulez. Mais maintenant, excusez-moi du peu, quelqu'un qui a mis 10 millions pour construire une maison et qui met le loyer mensuel à 100 000 francs, on est en droit de lui dire, non, mais monsieur, quand vous avez mis 10 millions pour construire votre maison, ça devient quasiment de l'arnaque que de louer cette maison-là à 100 000 francs. C'est ce qu'on dit. Mais on ne dit pas qu'on est. Le libéralisme ne veut pas dire qu'on laisse tout faire. Le libéralisme intervient pour réguler. En réalité, quand on est dans un système libéral, moi je suis un libéral, quand on a un système libéral, le rôle de l'État se limite à la régulation. En disant, oui, voilà, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on régule le prix du carburant? On aurait pu dire tout simplement, écoutez, ben, tu vas aller acheter ton carburant au prix où tu veux et tu viens le vendre sur le prix que tu veux sur le terrain. Parce que c'est des sociétés privées qui gèrent, qui sont dans ce domaine. Mais on dit non, il y a des fourchettes que vous ne pouvez pas dépasser compte tenu d'un certain nombre d'éléments et en tenant compte du prix auquel vous l'achetez. C'est-à-dire qu'au fait, quand il y a une commission qui vient auditer, on dit mais vous ne pouvez pas acheter votre carburant par exemple à 50 francs et le vendre à 500 francs sur le principe que le marché est ouvert. Eh bien, il me semble que dans certains pays, le prix du carburant le carburant est libéralisé. Dans les pays, on essaie de rivaliser. Non, en fait, il faut pas mélanger deux choses. Au Togo, une grosse erreur a été faite entre-temps, c'est que le gouvernement a voulu tout contrôler. C'est vous qui dites que c'est une erreur. Ben non, parce qu'on a vu quand même que ça produit des dérives inacceptables, même si on essaie de les masquer. Maintenant, dans d'autres pays, c'est que vous avez une commission qui, certes, laisse le commerce passer normalement, mais dans cette commission-là, il y a un système de stabilisation qui fait qu'on ne peut pas se décider tout simplement sous le principe de gain de profit ou bien de la demande, se dire on va augmenter le prix du carburant comme on veut. C'est pas possible. Automatiquement, le système de stabilisation va vous dire non, nous ne pouvons pas par rapport au coût aujourd'hui du carburant sur le marché, du coût du baril à l'international, nous ne pouvons pas monter le prix à des certaines valeurs. Mais vous avez vu, on peut aujourd'hui parler du ciment. Vous avez vu qu'aujourd'hui, Simtogo a raison ou a tort, j'en sais rien du tout, mais j'ai lu le communiqué qui a été fait pour dire aujourd'hui les coûts de transport ont augmenté, les coûts de production ont augmenté, donc nous ne pouvons pas continuer à faire le ciment à telle valeur. Nous sommes obligés de la monter, mais on ne la monte pas comme on veut. On est obligé de la monter, certes en présentant donc au gouvernement les nouveaux paramètres, mais on ne peut pas décider tout simplement demain en disant ben, comme on sait que de toute façon les Togolais aiment construire, on va monter la tonne de ciment à 200 000. Il est évident que si on montait la tonne de ciment à 200 000, la frénésie du Togolais à construire fait que les gens seront les dents, ils vont construire. Mais moi, j'ai déjà écouté des cimentiers expliquer que si le gouvernement avait laissé le marché libre, par le jeu de la concurrence, le prix du ciment allait baisser de soi, comme au Bénin par exemple. C'est possible, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez par exemple... pas pourquoi le gouvernement maintient au-delà de 70 000. Quand vous prenez par exemple Dangote, Dangote vend par exemple son ciment au Bénin et au Nigeria à des prix qui sont inférieurs à nous. Maintenant, après, le problème, c'est qu'il faut partir du principe que je ne défends pas le gouvernement, je suis de l'opposition, je vous rappelle. Mais il faut partir, mais je me dis, demain, si je suis au pouvoir, je dois pouvoir faire preuve de la même maturité sur la gestion des dossiers et qu'il ne suffit pas d'être de l'opposition pour crier de gauche à droite quand on sait quand même qu'il y a des réalités sur lesquelles il faut travailler. C'est-à-dire que vous prenez un gouvernement qui signe des accords avec des partenaires, des accords parfois d'exclusivité, ainsi de suite. Et à partir de là, c'est que ces accords d'exclusivité, c'est ça qui incite quelqu'un à venir faire de gros investissements dans votre pays. Après,
qu'il ait fait ces investissements et que vous avez dans ces accords, vous ne pouvez pas vous lever du pied au pied levé pour dire, écoutez, maintenant, on ne tient plus compte de ça et qu'on ouvre le commerce. À la limite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un importe ou bien exporte son ciment chez nous, s'il n'a pas d'accord d'exclusivité, c'est qu'un matin, s'il se rend compte que le marché togolais n'est plus intéressant, il peut ne plus importer au Togo. Alors que quand vous avez quelqu'un qui a investi, qui a une obligation de fournir, quelle que soit la situation, une denrée importante comme le ciment, quelle que soit la situation, en ce moment-là, cette personne-là n'a plus d'obligation que celle qui vient vendre de façon temporaire dans votre pays, qui peut à n'importe quel moment stopper la livraison. Une autre parenthèse, la qualité de ces ciments n'est pas vérifiée par le gouvernement. Et vous qui êtes chargé du contrôle de l'action gouvernementale, c'est un vrai problème aussi. Les ciments circulent, mais eux tous n'ont pas les mêmes qualités. Non, je ne crois pas qu'il n'y ait pas de contrôle. Je crois que pour avoir interrogé les uns et les autres. Non, je crois qu'initialement, de toute façon, quand vous prenez la différence... Aucune structure n'est en mesure de vous dire aujourd'hui si les différents ciments qui circulent ici ont les mêmes caractéristiques, les mêmes dosages. Non, ce que je dis, c'est qu'initialement, il faut partir. Moi, je suis comme vous, moi aussi, je construis ma petite case. Quand vous construisez votre petite case, vous savez que entre, par exemple, le ciment Simtogo et le ciment Fortia, ce n'est pas le même prix. Et vous avez des maçons qui vous diront non, Simtogo lit mieux, est plus dur, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est comme pour toutes les marchandises qu'on trouve sur le marché, même si elles ont fait l'objet d'un contrôle, il n'en reste pas moins que leur qualité n'est pas forcément la même. Et il faut aussi ajouter le principe que nous avons tous des expériences qui sont des expériences subjectives. Quelqu'un vous dira en matière, par exemple, de bière, que telle bière est meilleure que c'est l'autre. Mais ça ne veut pas dire que le fait que je dise que Awoyo est meilleur que l'Adja n'a pas subi le contrôle. Mais un contrôle doit être fait, mais ce contrôle, mais en réalité, semble que les structures de normalisation... Non, en réalité, aucune personne aucune personne ne met un produit sur le territoire, surtout des produits industriels, sans qu'en amont, ça fait l'objet d'une homologation. Donc ça veut dire que quand vous décidez... Et après l'homologation, est-ce que vous êtes sûr que le Aouyo que vous consommez aujourd'hui, le taux d'alcool, est-ce qu'il est à 6% exactement? Maintenant, est-ce que l'essence qu'on vous sert à la pompe, est-ce que c'est exactement 1 litre? Ce travail, monsieur le député, n'est pas fait. Vous avez 2 instances qui assurent le contrôle. Vous avez donc les bureaux d'études qui existent dans tous les ministères en fonction de l'objet du ministère. Et vous avez la société civile. Non, pas la société civile. Non, il y a attendez, une structure qui est chargée de je faire dis, ces vérifications. Vous avez, en fonction du domaine que vous prenez, que ce soit de l'essence, que ce soit la bière, que ce soit le ciment, vous avez des bureaux d'études au niveau des ministères qui sont chargés de faire le contrôle. Pas au ministère, il me semble que c'est dédié à l'agence de normalisation et de... Non, je dis, il y en a au niveau des ministères, il y a une agence qui est une agence transversale qui est chargée des normes. Bon. Maintenant, à supposer que ces gens-là ne font pas leur travail. C'est là où je dis que vous avez la société civile. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très simple. Un jour, quelqu'un est venu me voir pour dire, monsieur le député, on s'est rendu compte que le carburant qu'on vend dans certaines stations, honnêtement, quand vous achetez 1 litre, ce n'est pas 1 litre qu'on met de l'air dedans. Je me souviens à l'époque, je n'étais même pas député, non, je n'étais pas monsieur le député, c'est dans les années 2015-2016. Je me souviens qu'à l'époque, nous avions pris de façon empirique un bidon de 5 litres, même si c'est interdit de vendre de carburant dans les bouteilles, mais de temps en temps, quand tu as une panne quelque part, il faut bien qu'on te vende ton carburant pour que tu aies réglé le panne. Et puis, on a fait une étude, comme on l'a fait de temps en temps, on s'est rendu compte qu'en réalité, oui, dans certaines stations, quand vous achetez par exemple 5 litres, ce qu'on vous met, ce n'est pas 5 litres. Encore que vous, est-ce que vous êtes outillé pour faire ce contrôle? Est-ce que oui, vous non, avez c'est ce que je dis. Donc, les instruments adéquats? C'est pour ça que je dis que vous avez d'un côté les agences de contrôle et les bureaux d'études, mais vous avez de l'autre côté la société civile qui peut faire ce travail pour alerter. Aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte qu'au-delà de tout ce qu'on pense, les réseaux sociaux sont un puissant outil d'alerte. Et que vous pouvez faire une étude, vous pouvez aujourd'hui, au niveau même de l'université, amener par exemple 1 litre de carburant et demander, vous allez payer un peu, mais demander qu'on vous fasse une étude sur la nomenclature de ce carburant. Et puis maintenant, à partir de là, vous pouvez faire du lobbying pour dire, écoutez, voilà, sur la base des résultats de ce laboratoire, sur la base des résultats de ce laboratoire en ce qui concerne la qualité du ciment, ainsi de suite. Donc, je ne dis pas que le travail est bien fait, mais je dis qu'au-delà de tout, nous devons aussi de temps en temps cesser de pousser des jérémiades de gauche à droite et se dire que quand le gouvernement ne fait pas, nous,
aujourd'hui, société civile, pourquoi pas député? La société civile, justement, vous ne fuyez pas vos responsabilités. Pour moi, je rappelle encore le rôle du député, je rappelle encore le rôle du député, c'est contrôle l'action gouvernementale. Oui, justement, c'est dans le contrôle de l'action gouvernementale que vous, députés, vous devez vous saisir de ces questions. Il me semble qu'elles sont plus cruciales que les lampadaires. Je n'ai rien contre les lampadaires. Non, mais bon, moi, non, ce que je veux dire, c'est que oui, si vous voulez, et si vous donnez les moyens aux députés de l'opposition, ils peuvent se transformer en ce que, en réalité, la société civile fait. Parce que quand vous prenez entre... Non, attention, je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas les moyens, c'est pour ça que quand vous avez dit tout à l'heure, je vous ai dit, qu'est-ce que les parlements font? Parce qu'une force de l'Assemblée nationale, c'est les commissions d'enquête. C'est un sujet comme celui que vous êtes en train de dire. Et l'Assemblée nationale dit, je me saisis de ce dossier et je mets en place une commission d'enquête. Parce que quand un député, au nom de la puissance de l'Assemblée nationale, vient faire une commission d'enquête, il a donc la puissance de l'Assemblée nationale, aucune porte ne lui est fermée. Pour faire une commission d'enquête, il faut avoir un projet de résolution à l'Assemblée nationale disant, nous, députés, nous souhaitons, sur la base de notre résolution, mettre en place une commission d'enquête, par exemple, pour enquêter sur la qualité du ciment. Pour faire ce projet de résolution, le projet d'abord doit être signé par 15 députés avant d'être validé au niveau de la plénière. L'ensemble des députés de l'opposition font 14. Donc, hypothèse numéro 1, vous allez faire du lobby pour trouver, et c'est même pas dit que les 14 là vont signer votre projet de résolution. Maintenant, ce projet de résolution doit être validé par la plénière, la majorité. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale qui fait 91 députés, donc la majorité fait 46. Et donc, si les 91 sont là, mais si les 91 ne sont pas là, de toute façon, c'est la majorité simple. Donc, c'est pour vous dire la difficulté qu'il y a sur certaines actions de pouvoir, par exemple, jouer donc ce rôle de contrôle de l'action gouvernementale à travers les commissions d'enquête. Parce qu'aujourd'hui, dans notre Assemblée nationale, pour faire une commission d'enquête, en ce moment-là, vous avez les ressources, vous avez l'autorité pour aller poser des questions. Si moi, aujourd'hui, je me lève en tant que député, je vais, par exemple, chez le directeur de Forcia pour dire, je voudrais contrôler votre qualité de ciment, il va me dire, chiche. Et il a raison. Est-ce que vous avez besoin d'aller jusqu'à l'usine pour contrôler? Vous achetez du ciment et vous confiez. Oui, mais je le contrôle sur uniquement des données empiriques. Oui, mais après, à partir de vos résultats, vous pouvez alerter l'opinion comme vous le dites. J'ai un maçon qui me dit, écoutez, moi, je trouve que le ciment de Fortia, là, il n'est pas bon. C'est une donnée empirique. Oui, mais vous et cette donnée empirique là n'a pas au-delà. Non, payer des structures, même s'il faut envoyer ces éléments à l'extérieur, ça vous coûte combien en tant que député? Après, vous en faites quoi? Oui, mais justement, vous pouvez alerter. Oui, et quand vous avez fini d'alerter, sur la base de vos résultats. Quand vous avez fini d'alerter, on aura su que vous avez alerté. Je vous donne un exemple tout à l'heure. Je vous ai parlé des propositions de loi que nous faisons. Après, on parlera des interpellations. Ok, vous allez prendre vos sous, vous en prenez des échantillons, vous les envoyez en Amérique, au Swaziland ou dans tous les pays que vous voulez. On vous ramène les résultats pour dire que oui, la qualité de ce ciment n'est pas bonne, machin truc. Vous produisez vos résultats. Vous les amenez à l'Assemblée nationale, vous en faites quoi? Parce que tout ce que vous pouvez faire quand vous les amenez à l'Assemblée nationale, c'est d'interpeller le ministre qui est chargé du dossier. C'est toute votre capacité. Qui peut répondre favorablement ou non. Ne pas répondre. À supposer même qu'il vienne. Vous dites, monsieur le député, monsieur le ministre, j'ai fait des études, j'ai fait des trucs, j'ai les résultats, je vous les transmets. Oui, transmettez-les à notre bureau. Et puis après, vous faites quoi? Mais Jerry Taba, vous êtes en train de nous démontrer alors que dans ce contexte, en tant que député de l'opposition, vous ne servez pas à grand-chose. Non, justement, c'est qu'en fait, on est en train de se désoler du débat. Je vous ai dit que le député a 2 armes. Voter des lois. Et on s'est éloigné c'est-à-dire qu'au départ, on disait que les députés ne proposent pas de loi. Je vous ai dit, on a 3 lois qui sont sur les tables. Oui, vous n'avez parlé que de loi. Non, j'ai expliqué la loi sur le bail à usage domestique. Il y a l'organisation du métier d'agent immobilier. Aujourd'hui, tout le monde se lève le matin, je me lève, je mets une pancarte agent immobilier. Je crée une page internet agent immobilier. Alors que l'agent immobilier est une part importante dans le processus d'urbanisation de nos pays. Donc, il faut absolument organiser ce corps de métier, faire en sorte que, comme dans beaucoup d'autres corps de métier, les architectes, les ingénieurs, que pour être un agent immobilier, il faut bien entendu être affilié à une agence qui permet de donner des homologations sur le suite. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, nous disons, ça c'est une proposition de député Kagbara, en disant qu'il faut mettre un fonds pour
les études universitaires, par exemple des jeunes qui ont brillé et qui doivent faire des bourses, que ce ne soit pas uniquement au niveau du gouvernement, à la tête du client, ainsi de suite, mais qu'on ait un fonds pour consacrer l'excellence et scolaire, surtout au niveau universitaire. Donc ça, c'est des propositions qui sont sur la table. On ne parle pas pour parler. Et je peux vous dire qu'en réalité, quand on y pense vraiment, même la précédente législature, il n'y a eu qu'une seule proposition de loi, de l'ADI, dans la précédente législature sur la déclaration des biens. Et loi qui a été votée par la législature actuelle. Donc, je peux vous dire que si vous prenez que nous, on est à 2 ans et demi et que nous avons 3 propositions de loi qui sont sur la table. Moi, personnellement, j'en ai encore 2 qu'on va mettre sur la table. On est industrieux. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que la proposition de loi émanant d'un député ou bien d'un groupe parlementaire minoritaire a la chance de prospérer, parce qu'il y a plusieurs étapes. J'ai d'ailleurs une autre question. Qu'est-ce qui vous empêche de pondre des lois, des projets de loi? 2 choses. La première, c'est d'abord la technicité. Parce que, mine de rien, quand vous regardez une loi, il ne suffit pas, ce n'est pas une motion, hein. Une loi, c'est énormément. Vous avez une loi qui a 50 articles, 60 articles. Donc, la technicité veut dire que quand vous proposez une loi, il faut que vous maîtrisez l'ensemble des éléments qui encadrent cette loi-là. Et parfois, les informations, vous ne les avez pas parce qu'elles sont au niveau de l'exécutif. Premier élément. Deuxième élément, l'article, je pense, 85 de la Constitution dit que, au fait, quand vous proposez une loi qui a des incidences financières, vous devez dire où est-ce que vous trouvez les ressources pour faire face à ces incidences financières. C'est-à-dire que si vous proposez une loi qui, une fois qu'elle est adoptée et appliquée, elle va avoir une incidence financière de 10 milliards, vous, en tant que député, vous devez dire où est-ce que vous trouvez les 10 milliards pour faire face à ça. Honnêtement, moi, député dans mon Assemblée nationale, comment est-ce que je sais que je vais trouver 10 milliards pour faire face à un problème alors que je ne suis pas maître du budget de l'État? Donc, il faut tenir compte de ces 2 éléments. Mais sur le premier élément, la technicité, est-ce que vous êtes obligé, puisque vous dites que vous n'êtes pas tout le temps outillé sur les questions de droit pour pouvoir élaborer ces lois, est-ce que vous êtes obligé de le faire vous-même? Pourquoi ne pas vous attacher les services de consultants, des gens qui savent de quoi ils parlent pour pouvoir faire ce travail? Il ne s'agit pas tout simplement d'avoir des consultants, mais il s'agit d'avoir des consultants qui ont accès aux informations, aux données. Vous voulez faire une loi sur l'amélioration des ponts, de la construction des ponts au Togo, il faut avoir une expertise qui sait comment est-ce que les ponts se font au Togo, les maîtres d'œuvre, comment est-ce que ça se fait, et c'est des informations que vous devez aller chercher dans un ministère. Oui, mais les consultants savent faire ce travail. Non, les consultants... Oui, mais quand on lance les appels d'offres et que des sociétés soumettent, ils se débrouillent pour trouver ces informations. Non, ne confondons pas le travail d'un consultant qui travaille par exemple au profit d'un ministère, qui a accès à des informations qui sont des informations classées, à un consultant qui vient comme ça et qui n'a pas forcément des informations qui sont classifiées. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous parlez de consultants, vous faites comme si les consultants, là, ils sont payés à 15 000 francs par mois. Donc, quand vous parlez de la technicité, aujourd'hui, moi, je le dis toujours et je le dirai encore sur votre plateau ici, c'est que les partis politiques de l'opposition togolaise sont désargentés. Quand cela vous voulez... ne se sent pas. Vous êtes sur le terrain à faire des dons tout le temps. Oui, mais pour ça, moi, je vous dis, ce n'est pas plus utile on a l'impression que vous avez un problème avec mes dons. Je vais vous dire que les paysans, où j'ai ça, les dons sont contents. Parce que vous n'avez pas encore fait de lampadaire dans mon village. Je pense que pour être tranquille, il faudrait que je fasse des lampadaires. Je vous prête. Mais non. Ma vraie préoccupation, est-ce que c'est un député, est-ce que ça sert à faire des dons? Non. Parce que par exemple, les députés qui vont pas de dons. Vous vous éloignez de ce que vous devez faire. Non. Vous vous retrouvez sur le terrain et faire des dons pour vous faire applaudir alors que ce pourquoi vous êtes élu. Après, maintenant, je pense que je ne vous mettrai pas de dons dans votre cathédrale, dans votre village. Ne m'applaudissez pas, je serai tant bien. Non. Est-ce que le fait de faire des actions sociales sur le terrain m'empêche de faire mon travail de député? Justement, je vous donne un exemple. Que vous n'avez pas assez je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Payer les consultants. Non, encore une fois, c'est pas mon boulot de payer des consultants. C'est pas mon boulot. Est-ce que vous avez sollicité des compétences nationales? Il y a des Togolais aujourd'hui qui peut-être seraient disposés à faire concrètement le travail que vous demandez. Je peux aujourd'hui. Vous pouvez avoir ces compétences aussi. Je le dis encore, ma capacité d'interpellation peut aujourd'hui demander
à un ministère, à un ministre, de nous donner des détails. Et je l'ai fait à plusieurs reprises. Je peux vous donner les exemples. Que ce soit avec le ministère du Commerce, que ce soit avec le ministère de l'Agriculture. Sur le ministère de l'Agriculture, j'ai posé des questions assez concrètes, à savoir pourquoi pas, par exemple, l'ANSAT ne vend pas son maïs à 150 francs le kilo au lieu de le vendre à 190 francs, alors que sur le marché, parfois, ça descend moins. Donc, il y a des questions techniques qu'on pose. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Et on vous dit, OK, on est en cours, quand on aura ce qu'on fera, on vous enverra les résultats. Ça, je peux vous donner plein d'exemples. Mais maintenant, ne demandez pas à un député d'aller chercher un consultant en hydrocarbures pour qu'il vienne nous dire la nomenclature, ou bien pas forcément des prix, mais la composition du carburant au Togo. Pourquoi pas? Mais parce que, encore une fois, c'est pas son boulot. Son boulot, c'est d'interpeller. Son boulot, c'est de demander. Il faut avoir les informations justes. Bon, c'est pour ça que je dis que, logiquement, en dehors, par exemple, si aujourd'hui l'organe qui fait la régulation, l'organe qui fait l'agence qui s'occupe de la maîtrise, si aujourd'hui on se rend compte que cet agent-là ne fait pas son vrai boulot, on regarde sous quelle tutelle cette agence-là est et on interpelle le ministre. Oui. Mais aujourd'hui, ne demandez pas aux députés, honnêtement, d'aller demander à un expert qui coûte 60 millions la mission, d'aller le chercher pour qu'il vienne nous dire exactement quelle est la composition Mais directement, moi je vous dis que des Togolais, ici ou ailleurs, dans la diaspora, seraient disponibles. S'ils le font de façon bénévole, moi je suis preneur. Mais est-ce que vous avez demandé? Mais écoutez, est-ce que vous les avez sollicités? Maintenant, quand par exemple, vous savez, moi j'écris beaucoup, notamment à travers ma page Facebook, mais quand par exemple on soulève des sujets, on soulève par exemple des inquiétudes. Maintenant, après, je peux vous dire, vous parlez de la diaspora, mais je peux vous dire qu'à plusieurs reprises, j'ai eu des expériences où j'ai sollicité la diaspora et tu n'as pas beaucoup de personnes qui répondent. Donc voilà, maintenant ceci explique cela, mais je pense que ce qu'on ferait mieux de faire, c'est de revenir sur le vrai rôle, pas du député de l'opposition, mais sur le Parlement, même si il ne faut pas mettre dans l'esprit de ceux qui nous suivent l'idée que le député est chargé d'aller faire un travail qui revient automatiquement à l'exécutif. Le député est chargé de veiller à ce que le travail de l'exécutif se fasse. Mais le député n'est pas chargé de se substituer à l'exécutif parce que son combat, c'est d'être un jour au niveau de l'exécutif. Et donc, c'est pour ça que quand on m'a posé une question tout à l'heure, je vous ai dit, certes, je suis de l'opposition, je suis là à critiquer, mais je ne dois pas prendre des positions que j'aurai du mal à défendre demain si je suis au pouvoir. Je ne peux pas dire que, oui, c'est dommage qu'on augmente le prix de l'essence, alors que des gens peuvent nous le vendre moins cher de l'extérieur. Je dois reconnaître que les accords que nous avons signés avec des gens qui ont pris des milliards pour venir investir dans notre pays, nous devons tenir compte de ces accords-là. Et le type d'accord qui nous lie avec ces sociétés est différent de, éventuellement, l'accord qu'on peut avoir avec quelqu'un qui vient dans notre pays, qui nous vend le ciment une semaine et puis après qui disparaît. Nous tendons vers la fin de la première partie de l'émission. Il faut qu'on fasse la synthèse. Mais on n'a même pas encore parlé du rôle de l'opposition. Oui. C'est vous qui m'avez envoyé sur le ciment. Nous en avons abondamment parlé. Mais non, même pas. Moi, je comprends. J'ai du mal à lire la trajectoire de votre démonstration parce que au même moment où vous dites que l'Assemblée... C'est mon affaire de Blancpader qui vous posait. Non, l'Assemblée nationale elle-même, visiblement, dans les contextes africains aujourd'hui, ne sert pas grand-chose. Non, mais dans ce contexte, honnêtement, il faut que je fasse pause. J'ai dit qu'on peut se poser une question sur le fait qu'une bonne partie des lois viennent du gouvernement. Oui. Et vous m'aviez fait entre-temps une petite incision en disant qu'on vote en l'État. Je vous ai dit non. Non. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, aussi à l'Assemblée, ça fait 3 ans, sur les quasiment 150 lois ou bien 120 lois qu'on a votées durant les 3 ans, en ce qui concerne ma commission, il n'y a aucun texte qui est venu, qui est reparti en l'État. Il n'y en a pas. Et il y a des textes qui subissent même parfois des modifications majeures qui retournent au niveau du gouvernement, qui font 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de revenir. On n'a jamais vu de test modifié, en tout cas, qui est allé dans le sens de ce que le gouvernement, à l'encontre de ce que le gouvernement a dit. 2 exemples, si on n'a pas encore fini, si on a le temps, nous avons 2 exemples. Une dizaine le 15 mai 2019, nous avons voté la modification de la Constitution. Sur cette modification de la Constitution, la majorité avait souhaité que le mandat présidentiel soit monté à 7 ans.
Et si, malheureusement, ce que je regrette aussi, c'est que parfois, on a beaucoup de vos collègues journalistes on n'a pas de spécialistes des débats parlementaires au niveau des collègues journalistes, parce que ceux qui ont suivi les débats houleux et le blocage même, parce qu'on a dû suspendre les travaux à l'Assemblée nationale à 3 reprises, pour aujourd'hui reconnaître que l'opposition n'aurait pas existé, on aurait fait comme en 2002. En disant, de toute façon, on boycotte, on n'est pas là parce que de toute façon, on est minorité, machin truc. Qu'aujourd'hui, on aurait une constitution avec des mandats présidentiels de 3 mandats. Ça, c'est un exemple concret. C'est-à-dire que là, vous pouvez nous dire, mais ça, c'est un exemple concret. Deuxième exemple concret, vous avez dit qu'on va parler du code électoral. On a introduit à l'Assemblée nationale le code électoral et il y avait un article 141 qui disait, grosso modo, les manifestations pendant et après les élections sont considérées comme des troubles à l'ordre public. C'était un article qui existait. Il a fallu qu'on soit vent debout pour dire non, et on en viendra peut-être, pour que, in fine, cet article-là disparaisse. Donc, c'est pour vous dire que nous jouons un rôle peut-être ingrat, parce que les gens voient plus le verre à demi vide à moitié vide qu'à moitié plein. Donc, quel que soit le cas, si vous avez un test de 100 articles qui rentrent à l'Assemblée nationale et que nous, au niveau de l'opposition, et nous ne le faisons pas par la contrainte, mais nous le faisons par la suggestion et par la persuasion. C'est-à-dire que moi, je prends la commission des lois dans laquelle nous sommes. Nous sommes 8 députés, dont 2 de l'opposition. Donc, en réalité, si on se lève, on dit on vote contre, le texte passera. Et si on fait comme ceux qui nous ont précédés en quittant la salle, le texte passera. Mais quand nous restons là et que le texte arrive et que nous prenons, c'est là où l'avis des spécialistes nous compte. Que nous prenons le texte, que nous consultons plein de spécialistes qui nous disent, oui, voilà les failles du texte. Et que nous arrivons, et que nous apportons des propositions, nous apportons un argumentaire qui est souvent un argumentaire persuasif. En face, ils nous disent, ouais, vous avez un peu raison. Soit de temps en temps, ils nous disent, oui, vous avez raison, mais c'est une décision de l'exécutif, c'est un choix politique. Là, on ne peut rien faire. Chef, c'est un choix politique, c'est un choix politique. Ou bien, nous apportons les éléments de persuasion, on nous dit, ok, d'accord, on va réfléchir. Ok, d'accord, vous avez raison, on laisse tomber. Ou bien, parfois, maman nous dit, bon, ok, d'accord, maintenant, vous proposez-nous une formulation. Moi, j'ai la chance, j'ai un master en droit. Mais on ne demande pas à un député, quand il rentre à l'Assemblée nationale, d'avoir un master en droit. Tu rentres parce que tu as été élu quelque part. Maintenant, va demander à quelqu'un, on a des tests qui viennent à l'Assemblée nationale, parfois de 500 pages, où le ministère de tutelle a mis 3, 4, 5 ans à travailler avec des experts venus d'ailleurs. Et toi, tu arrives avec ton peut-être, je vais dire même un truc, ton BTS en électronique, et on te présente un texte comme ça, on te dit, bon, maintenant, on va nous proposer un texte alternatif. Nous avons eu, je me souviens quand le texte... C'est pour cela que je vous dis que le député, il me semble, vos indemnités servent à avoir un cabinet, à recruter du personnel pour vous aider à comprendre les tests que vous n'êtes pas vous savez, censé... En fait, c'est que vous dites des choses, c'est bien, c'est vrai, c'est beau. Bon, je vous souhaiterais un jour de devenir député, mais vous parlez d'un cabinet. Ben oui, ben ok, d'accord, c'est bien, c'est beau. Et vous avez ouvert un cabinet, par exemple, vous? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que moi, directement, je peux faire, parce que, en fait, j'avais une vie avant de devenir député, et il y a des choses qu'on ne peut pas demander à tout le monde de faire. Donc, du coup, moi, aujourd'hui, quand j'ai un texte, je connais des gens, parfois même qui par amitié m'accompagnent. Je lui soumets le texte, il me dit, ben oui, mais en fait, le texte là, ici. Je dis encore que je suis tout heureux que moi, au moins, j'ai une base, parce que, en réalité, beaucoup de lois ont une base juridique. Donc, tout heureux que moi, là où je suis, j'ai une base juridique et que sur beaucoup de sujets, je peux intervenir sur la base juridique que j'ai. Mais ne demandez pas ça à tout le monde. Et quand vous prenez un député lambda, ne lui dites pas, écoute, va te mettre un cabinet, va louer un bâtiment quelque part, ou bien va trouver des gars qui vont vous demander, par exemple, un expert minimum te demande entre 300 et 500 000 francs par mois pour travailler pour toi, même parfois pour un seul texte. Va trouver des gens comme ça qui peuvent faire ce travail. Mais dans sur le principe, pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble sur le principe, pour avoir sur des le principe, experts qui vont vous aider? Normalement, au niveau de l'Assemblée, on parle de secrétariat des groupes parlementaires. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Assemblée nationale togolaise, c'est 6 milliards de budget et c'est pas terrible. Ça fait 1/6 de l'argent qu'on a mis sur la route Lomé-Vaughan. OK? Donc, du coup, mais pas 1/6, 6 milliards, là, il faut multiplier par... par 6. Hein? Bah oui, 1/6 à peu près. Donc, du coup, quand vous regardez, il y a énormément de choses qui auraient pu être faites, qui ne sont pas faites. C'est-à-dire que normalement, chaque groupe parlementaire aurait dû avoir, par exemple, un expert sur le domaine des affaires politiques, un expert sur les affaires économiques. Par exemple, quand nous allons entamer l'étude du budget bientôt, mais quand vous regardez le pavé, vous regardez les sigles, les machins, tout, vous regardez pour vous, c'est du charabia.
Et donc, si vous aviez un expert S-qualité sur ces questions, il vous aiderait bien entendu à mieux comprendre. Mais pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? On se met ensemble, ça dit quoi? Pour, Ça dit que pour avoir ces experts tous les députés de l'opposition se mettent ensemble. Ou bien Oui, mais c'est qu'à la fin, c'est la personne qui veut faire le travail qui a besoin. Si par exemple vous avez un député qui dit que mais oui, ça ne m'intéresse pas, pourquoi voulez-vous que vous lui demandez même, écoutez, sachant que nous sommes originaires de partis différents et qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale, au-delà du fait que nous sommes de l'opposition, nous avons aussi des origines différentes. Si par exemple quelqu'un te dit que lui, pour lui, c'est pas une urgence. Aujourd'hui, quand on peut m'aimer ou ne pas m'aimer, mais c'est moi qui la ramène le plus à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi l'incident ou bien ce qui s'est passé lors du passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Donc, une bonne partie des questions qui fâchent, c'est moi qui les pose. Oui. Maintenant, vous ne pouvez pas demander... C'est vous qui provoquez les pénaltys de temps en temps. C'est moi qui provoquez. Mais vous n'avez pas demandé à tous les députés de le faire. Après, maintenant, chacun sa sensibilité, chacun sa façon de faire. Donc, je ne crois pas que, honnêtement, je peux vous dire que pour le moment, je ne vais pas dire que tout va bien. Mais je suis tellement, au moins, satisfait du fait de savoir que, d'abord, les tests qui arrivent à l'Assemblée ne sont pas fermés. Et là, je peux le reconnaître, je peux le mettre à l'actif des ministres qui, en réalité, viennent régulièrement. Les textes ne sont pas fermés. Tout récemment, on a étudié la loi organique sur la HAC. Je peux vous dire que entre le texte qui est arrivé et celui qu'on a adopté en commission, il y avait au moins 7, 8, 9 modifications. Il y avait 2 ministres et il y a des propositions qui disaient oui, d'accord, on pense que vous avez raison, on va le faire ainsi. Et de temps en temps, on disait oui, vous avez raison, mais est-ce que vous pouvez nous proposer une formulation? Et vous la proposez, elle va être amendée par un ministre, reprise par un autre député. Donc, oui, l'Assemblée nationale fait un travail. Elle fait son travail, certes, de production de la loi en ne produisant pas suffisamment, mais en amendant parfois en profondeur des textes qui font que le texte qui arrive à l'Assemblée nationale n'est pas identique au texte qui sort. Maintenant, malheureusement, le vrai travail se fait en commission. Or, les travaux en commission sont confidentiels. Et la plénière, moi, par exemple, quand je pose des questions en commission, je ne viens pas les répéter en plénière. Ça fait le matu vu, le bling-bling, mais bon, ça ne sert à rien. Donc, le vrai travail se fait en commission. Mais les journalistes aussi qui prennent le temps de regarder, ils vont voir qu'on a un tableau d'amendement. Et le tableau d'amendement présente le texte initial et les amendements. Et donc, du coup, vous les publiez parfois sur votre page Facebook? Oui, que je publie parfois. Donc, du coup, quand vous regardez le tableau d'amendement, vous vous rendez compte que non, il n'y a pas de texte qui arrive et qui sort en l'état. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que même si on pense que les députés du parti au pouvoir sont peut-être pour le gouvernement, mais non, moi, j'ai assisté à des travaux où j'étais bien content de me rendre compte que sur le coup, qu'on était beaucoup de l'opposition, au moins sur l'étude du texte, après qu'on sort, chacun reprend sa touche politique. Mais non, l'Assemblée nationale joue un rôle, elle joue un rôle important, même si je trouve qu'aujourd'hui, sur l'angle de produire des lois, c'est-à-dire que de faire des propositions de loi, nous sommes encore très loin du compte. Oui, parce que vous n'avez pas beaucoup de moyens selon vous. Ça veut dire que le député n'est pas bien payé aujourd'hui? Oui. Dans votre pays? Oui, quand on compare nos salaires avec les salaires des autres pays, vous n'avez pas le même niveau de vie. À quoi servent vos indemnités? Non, écoutez, d'abord, c'est que moi, mes indemnités me servent à faire les lampadaires. et non à recruter des experts. Je pense même plus en lampadaires parce que les lampadaires, quand c'est entre 5 et 1,5 million, 2 millions, donc je pense que mes indemnités ne vont pas jusque-là. Et puis, quand vous comparez avec d'autres pays, on n'a pas... Non, même pas. Quand vous comparez le député togolais avec le député nigérien, burkinabé, où le coût de la vie est parfois similaire, parce que vous avez dit le béninois, d'accord, mais en comparant dans beaucoup de pays francophones, le député togolais est payé au lance-pierre. Quand vous regardez les frais de mission, on est payé au lance-pierre. Moi, j'ai fait des missions où... si vous ne prenez pas vos propres ressources, vous arrivez avec des députés africains. Le soir, le gars il dit, bon, on a marre de la bouffe de l'hôtel. On sort dans un restaurant, tu vois, le gars, il bouffe, il paie son 15 000 francs. Toi, tu commences à te gratter en te disant son 15 000 francs là. Ça fait peut-être même mes indemnités. Donc, voilà, non, on n'est pas suffisamment bien payé. Mais après, maintenant, je serais complètement ingrat et inconséquent
Si en disant qu'on n'a pas suffisamment bien payé, je ne retiens pas que le SMIC au Togo est de 35 000 et que peut-être le salaire du député vaut peut-être 10 millions, hein, surtout quand on est président du groupe parlementaire. Voilà, donc du coup... on va revenir dans la seconde partie. J'ai quelques questions à poser sur vous, sur une loi spécifique que vous avez votée, notamment la loi sur l'assurance maladie universelle. Nous évoquons aussi l'actualité politique, notamment la mortalité maternelle qui défraie la chronique en ce temps, et ce que vous avez déjà fait en matière de publication d'interpellation. On reparle de tous ces sujets. En même temps, les téléspectateurs peuvent vous poser les questions en direct à vous sur le plateau ici, mais juste après une nouvelle pause pour une nouvelle édition du journal sur votre chaîne préférée, New World Info. À tout de suite.